Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Lancement du Forum Sécurité Maritime Régionale au CRFM. Aux nouvelles mondiales, l'Égypte et l'Arabie Saoudite demandent une trêve au Moyen-Orient. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le Premier ministre de Djibouti, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu à la primature une délégation conduite par Mme Marie-Laure, directrice exécutive de la Banque africaine de développement, vice-présidente chargée du développement régional et de l'intégration, en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dewale. La délégation de la BAD, de retour d'une visite à Assamo et à Lissabia, a discuté des priorités de développement à Djibouti, notamment en matière de financement de projets communautaires visant à transformer les régions en tenant compte de leurs spécificités. Conformément à la vision 2035, le gouvernement djiboutien sollicite le soutien de la BAD pour financer des activités stratégiques afin de favoriser le développement régional, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à la transition énergétique. La BAD mène également une étude pour identifier les besoins en financement afin de soutenir les jeunes entrepreneurs. Cette audience a également vu la participation de M. Ali Sela Abdallah, chef du cabinet du Premier ministre. Sous la présidence de son Excellence, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, et en présence de Mme Emma, représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, s'est tenue ce mercredi 16 octobre une séance de mentorat entre le groupe parlementaire sur l'environnement et les organisations de la société civile, dirigées par des jeunes, engagés dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Un auditoire composé de 2 vice-présidents et membres du bureau de l'Assemblée ainsi que des présidents du commission permanente a échangé avec des jeunes engagés dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Cette séance de mentorat tenue entre les OSC dirigée par des jeunes et le groupe parlementaire sur l'environnement vise à instaurer un cadre de dialogue constructif pour échanger des idées et renforcer les compétences des jeunes leaders. Dans un tour de table, l'auditoire, y compris la présidente du groupe parlementaire sur le climat, l'honorable Ilaya Ismail Guedi, a salué l'engagement des jeunes et a rappelé le rôle clé du groupe parlementaire. À travers cette démarche, la représentation nationale souhaite faire des jeunes de la société civile des acteurs de premier plan dans la lutte contre le changement climatique et assurer la durabilité de ces engagements en offrant un espace de dialogue et de collaboration avec les décideurs. C'est un grand honneur et celle de tous les parlementaires ici présents de nous ouvrir vos portes, d'ouvrir les portes pour que nous puissions avoir cette plateforme de discussion avec les jeunes sur les politiques engagées par l'Assemblée nationale dans le domaine de l'environnement et du changement climatique, mais aussi pour les encourager, je pense que vous l'avez indiqué dans votre discours, pour les motiver, parce que vous êtes des modèles également pour ces jeunes, pour leur permettre de voir qu'ils peuvent contribuer à la réflexion de toutes les politiques qui sont discutées au sein de cet imminent hémicycle. À cette occasion, le président du Parlement a, dans son intervention, souligné l'importance de l'implication des jeunes dans les politiques environnementales. On écoute le président de l'Assemblée nationale. C'est avec un réel enthousiasme que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la salle de la conférence de l'Assemblée nationale pour le lancement de la rencontre des parlementaires avec la jeunesse issue de la société civile. Permettez-moi d'entamer mes propos introductifs en soulignant le rôle prépondérant du programme des Nations Unies pour le développement dans la tenue de cette rencontre des députés avec les jeunes acteurs de la société civile, œuvrant dans la protection de l'environnement et des changements climatiques. Pour l'initiative de cette matinée, comme pour l'appui constant à notre institution, l'Assemblée nationale rend hommage au PNUD et remercie infiniment la représentante résidente, ma très chère sœur, qui se trouve à mes côtés. Par ailleurs, il me faut relever la contribution conséquente de mes collègues députés qui ont apporté avec abnégation une aide considérable dans la préparation
et la tenue de notre séance de travail. Madame la représentante, résidente du PNUD à Djibouti, honorables parlementaires, mesdames et messieurs, votre présence ici revêt une signification particulière. En tant que jeune citoyen engagé dans la défense de l'environnement et dans la lutte contre le dérèglement climatique, vous êtes les acteurs d'une cause qui transcende avec les frontières et les générations. Les enjeux que vous portez sont vitaux. Le climat et l'environnement ne sont pas simplement des sujets parmi tant d'autres. Ils sont au cœur des défis les plus urgents et les plus cruciaux de notre époque. Chacun de nous est concerné. Que nous soyons décideurs, acteurs économiques, citoyens ou représentants de la jeunesse dynamique et engagée que vous incarnez aujourd'hui ici. Aujourd'hui, le Kempinski Palace a accueilli un atelier consacré à la présentation et à la validation de la stratégie nationale de développement du haut débit, organisé par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. L'événement a réuni des personnalités de premier plan, notamment le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdoulaye Badone, le directeur général de Djibouti Telecom, le directeur de l'autorité des régulations multisectorielles de Djibouti, ainsi que la représentante de la Banque mondiale, aux côtés des nombreux partenaires nationaux et internationaux. Cet atelier a offert une plateforme propice au dialogue et aux échanges constructifs s'inscrivant dans le cadre de la vision ambitieuse Djibouti Vision 2035. Cet atelier a pour objectif de positionner Djibouti comme un hub technologique majeur en Afrique et un leader dans le secteur des télécommunications. Cet événement a rassemblé les acteurs clés du secteur des technologies, de l'information et du numérique qui ont longuement échangé sur les enjeux des déploiements haut débit sur l'ensemble du territoire. Durant cet atelier, il a été question notamment des différentes stratégies organisationnelles afférentes au développement du haut débit ainsi que les modes de financement disponibles dans ce cadre. La validation de la stratégie nationale de développement du haut débit répond notamment aux souhaits du gouvernement dans les ambitions, sont de faire du pays une plaque tournante incontournable dans le secteur d'éthique. Il est à noter que le déploiement du haut débit dans les régions du Nord et du Sud permettrait non seulement de créer des nouvelles opportunités économiques, mais contribuera fortement à réduire la facture numérique conformément aux politiques gouvernementales dont la volonté est de faire d'éthique un levier de croissance inclusive. Le gouvernement réaffirme son engagement à garantir à tous les citoyens un accès à Internet haut débit de qualité, accessible et abordable. Et les services. Le numérique, comme vous le savez, permet aux entreprises d'être plus productives. Les populations peuvent trouver des emplois, élargir leurs perspectives. Et les pouvoirs publics, à travers donc, cet accès à l'Internet, peuvent fournir des services de meilleure qualité à toutes et à tous. On écoute à présent le directeur général de l'ARMD. Voici ses dires. Djibouti, en raison de sa position stratégique, a toujours accordé une attention particulière à l'évolution des infrastructures numériques. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a entrepris d'importantes réformes du secteur des télécommunications. Parmi celles-ci, la mise en place de l'autorité des régulations multisectorielles de Djibouti représente un jalon essentiel dans la modernisation de notre cadre législatif et réglementaire en matière de télécommunications. L'ARMD est désormais un acteur incontournable de l'économie de l'écosystème numérique, veillant à la régulation, à la concurrence saine et loyale et à l'efficacité du marché des télécommunications, tout en garantissant la protection des consommateurs. Le haut débit, au cœur des réformes en cours, est reconnu comme un catalyseur pour la transformation numérique de Djibouti. La vision 2035 traduit l'ambition du président de la République de faire de Djibouti un hub régional de connectivité numérique capable de relier les entreprises, les institutions et les citoyens à l'économie mondiale.
Son Excellence, M. Redouane Abdullahi Bahdan, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, a indiqué dans son discours que la validation de cette stratégie constitue une étape cruciale vers un avenir numérique inclusif et prospère pour le pays. Notre pays, à l'instar de tous les pays modernes, a décidé de favoriser l'accès de tous ses citoyens aux infrastructures haut débit en élaborant le projet de stratégie qui sera soumis pour validation. La déclaration de politique sectorielle adoptée par le gouvernement et la stratégie de développement Djibouti Vision 2035 ont exprimé l'impérieuse nécessité de dynamiser le marché de télécommunications afin de favoriser l'émergence de l'offre et des services nouveaux de qualité à des prix abordables, tout en assurant une forte diffusion des technologies de l'information et de la communication à tout le niveau de la vie socio-économique du pays. Partant de cela, mon département n'a ménagé aucun effort pour traduire dans les faits cette vision du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismail Marguelé, pour qui les services du haut débit Internet doivent à court terme passer du statut de produit de luxe à celui de grande consommation. Nous avons exprimé en tant que gouvernement notre incontestable volonté d'aller résolument vers davantage de connectivité à travers notamment les diverses initiatives des poses des câbles à fibre optique sous-marins ou terrestres qui ont vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, bénéficier des avantages d'un écosystème TIC dynamique et générateur d'emplois à forte valeur ajoutée est un travail de longue haleine et nous avons certainement bien du chemin à faire dans ces domaines. Mais les premiers jalons sont posés et je reste confiant en vue de nombreux projets déjà opérationnels, à l'exemple du Djibouti Fondement numérique DFN et en cours d'exécution comme le projet d'intégration numérique régionale RADIP, de réussir le pari et au moins d'en franchir des étapes. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière pour l'ensemble du secteur des télécommunications à Djibouti. Comme vous le savez, l'accès à tous à l'Internet haut débit est l'une des priorités du ministère. Les objectifs poursuivis sont d'améliorer la qualité de l'Internet dans notre pays et d'assurer l'accessibilité des services de télécommunications à des prix remarquablement compétitifs. Le plan d'action du ministère pour atteindre ces objectifs, notamment par le renforcement des infrastructures télécom, la mise à jour du cadre réglementaire du secteur, la démocratisation de l'outil informatique et la promotion des initiatives dans le numérique. C'est pourquoi un certain nombre de projets de grande envergure ont été lancés pour aménager les territoires numériques djiboutiens. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'intégration numérique, financé par le groupe de la Banque mondiale, nous travaillons actuellement dans la mise en place de quelques 250 km de fibre optique dans le nord du pays. Par ailleurs, nous avons finalisé le déploiement d'un vaste réseau de fibres optiques reliant une centaine de bâtiments administratifs au sein de la capitale à l'Internet haut débit. Ce réseau e-gouvernement, qui est opérationnel depuis maintenant quelques années, sera renforcé dans le cadre du projet DFN. Ainsi, pour capitaliser tous ces projets et renforcer notre action, nous avons accompagné l'opérateur national dans la modernisation de ce réseau et le déploiement du réseau haut débit dans la capitale et dans les chefs-lieux des régions. Direction Arta à présent, où s'est tenue la cérémonie de lancement du programme d'appui à la société civile organisée par l'agence d'exécution Kaizen Company sous la supervision du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qasim Haroun Ali. On prépare à cette cérémonie le ministre de la décentralisation et Madame la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Madame Mona Ousmane Aden, le président des conseils régionaux, les préfets, la directrice de l'USAID, les hauts responsables du ministère sectoriel, mais aussi les responsables de Kaizen Company et les représentants de la société civile. Avant l'ouverture de cette cérémonie, des groupes folkloriques ont animé le lieu avec des chants et danses traditionnelles jusqu'à l'arrivée de cette délégation officielle. La cérémonie de lancement de ce programme a débuté par les allocutions prononcées par les deux ministres, la directrice de l'USAID et le directeur de Kaizen Company et autres interventions des organisations de la société civile.
L'objet de cette cérémonie était de lancer la deuxième cohorte des associations bénéficiaires des subventions de l'USAID destinées à la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités. Les 20 associations sélectionnées vont bénéficier chacune de $10 000 pour exécuter un projet de renforcement des capacités. Aujourd'hui, célébrons l'accord des subventions à la deuxième cohorte d'associations. Ces 20 associations ont été sélectionnées à la suite d'un processus rigoureux. Les leaders locaux et les ministères clés ont été consultés et une évaluation approfondie de leurs capacités a été effectuée. Chaque association a depuis suivi une formation spécialisée pour améliorer ses compétences. Écoutons à présent les propos respectifs du préfet de la région d'Artar et le président du conseil régional. Il convient de souligner avec pertinence que depuis son lancement préliminaire, dont la présente session constitue la suite logique de la démarche opérationnelle de mise en œuvre du programme, cette initiative clé a débouché sur des perspectives encourageantes dont les résultats ont offert aux organisations de la société civile l'opportunité de collaborer plus étroitement entre elles et sur la base des enseignements fructueux acquis au cours des différentes formations prodiguées par Kaizen et USAID. Le lancement de ces projets d'envergure à l'endroit de la société civile, dont les objectifs cadrent admirablement avec nos actions entreprises dans la région, s'effectue en présence aujourd'hui des préfets et des présidents de conseils régionaux des 5 régions, ce qui démontre de l'engagement déterminé de l'administration publique et des collectivités locales d'apporter pleinement leur contribution au succès de ces programmes innovants et novateurs qui vient à point nommé. On lance la deuxième phase aujourd'hui, regroupant une vingtaine des associations sélectionnées qui sont représentées ici pour les 5 régions de l'intérieur. Nous remercions profondément à cet engagement en faveur du développement local des 5 régions de l'intérieur et le financement octroyé par la compagnie Kaizen. On écoute à présent la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence, Mme Mouna Ousmane Aden. C'est un programme qui nous permet, nous, gouvernement, de pouvoir créer un partenariat solide entre la société civile et le gouvernement. Ce qui est important aussi, c'est que quand on parle de renforcer notre société civile, c'est la mise en place d'un écosystème favorable pour la mise en place des différentes stratégies sectorielles. On met en place des stratégies et des actions. On a besoin d'une bonne mise en œuvre et d'une bonne intégration de ces actions au niveau du terrain. Et on a besoin de la participation active, efficace et efficiente de la société civile pour que les objectifs souhaités et escomptés soient atteints dans les meilleures conditions. Je veux remercier également l'ensemble des associations qui ont été retenues pour la première cohorte et qui sont en train de faire un travail actuellement dans le cadre de ce projet, et encourager la deuxième cohorte qui a été sélectionnée et pour laquelle aujourd'hui nous sommes présents pour faire leur lancement, et leur dire que en tant que gouvernement, en tant que partenaire sectoriel, on sera toujours présent à vos côtés pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions aux côtés des différentes représentations de la société civile, mais aussi de la représentation locale, ça veut dire le développement des régions avec les présidents et les préfectures. Ça nous permet également à nous de pouvoir mettre en place ces pôles régionaux
qu'on veut développer. Et je pense que le ministre de la décentralisation en a la charge principale. Et nous, en tant que ministère spécifiquement sur la question du genre, c'est un volet très important de pouvoir renforcer la société civile à travers ces différents programmes. Ces programmes ou ces projets qui sont financés donc avec nos différents partenaires et bailleurs de fonds viennent toujours en complément à des actions déjà établies. Ils ne viennent jamais en parallèle ou en contradiction. C'est une complémentarité qui pour nous est essentielle parce qu'on doit conjuguer les efforts, rationaliser les ressources pour des objectifs rapides et efficaces. Ensuite, le ministre délégué chargé de la décentralisation qui a présidé cette cérémonie a tenu dans ses propos dans lesquels il a encouragé les associations sélectionnées de faire preuve de rigueur et de responsabilité pour réaliser la mission qui leur a été confiée. Je suis très honoré de participer au lancement de cette deuxième cohorte d'organisations de la société civile sélectionnées pour bénéficier des subventions destinées à financer des micro-projets de développement. Tout d'abord, j'adresse mes profonds remerciements à l'USAID qui a bien voulu apporter son appui à la société civile djiboutienne, en particulier aux organisations de la société civile des régions. Cet appui est non seulement pertinent, il est aussi opportun, car il est arrivé à un moment où les organisations de la société civile manquaient de dynamisme et participaient timidement au développement local. Je renouvelle encore une fois ma gratitude à l'USAID, qui est un partenaire stratégique de la décentralisation. Les deux partenaires croient à un développement conduit de la base vers le sommet. Ils sont partisans d'une plus grande participation citoyenne et d'une meilleure inclusion des catégories de populations minoritaires. Conformément à la mission assignée au ministère de la décentralisation par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, mon département a la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de tous les acteurs de la décentralisation, y compris les organisations de la société civile. Dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale appelé PITCH et exécuté en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et la DDES, le ministère de la décentralisation a réalisé des activités de formation au profit de comités locaux de développement créés sur l'ensemble du territoire national. Les comités locaux de développement sont organisés comme des associations de la société civile et chaque comité a déjà exécuté des micro-projets. Cela témoigne du degré de maturité des associations de localités rurales qui sont désormais capables de monter un projet, de gérer un budget et d'effectuer une passation des marchés. Autre actualité de ce soir, la seconde partie de l'agenda de l'Assemblée nationale a été consacrée à l'examen du projet de loi numéro 124, année 2024, 9e législature, portant ratification de l'accord général sur le commerce Djibouti-Éthiopie. Sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awal Yassine, la commission des affaires étrangères a tenu une séance de travail élargie avec les membres de la commission de la production et des échanges conduite par l'honorable Ilaya Ismail Guedi Hared. Cette séance de travail s'est déroulée en présence de M. Mohamed Warsama Diri, ministre du Commerce et du Tourisme, accompagné de ses principaux collaborateurs. À la suite des échanges, la commission des affaires étrangères a approuvé la transmission en séance publique du projet de ratification avec un avis favorable. Actualité mentionnée dans les titres à présent, le Centre régional de formation maritime de Djibouti a récemment lancé un forum dédié à renforcer la sécurité maritime et l'état de droit en mer en Afrique pour maintenir un espace maritime libre et ouvert vers un Indo-Pacifique libre et ouvert. Cet événement a réuni plusieurs figures importantes du secteur maritime et de la sécurité, soulignant l'urgence de ces enjeux dans la région. Le directeur des affaires maritimes, M. Ali Merchehim Daoud, a également assisté à l'événement, soulignant l'importance de l'état de droit en mer pour préserver un environnement maritime sûr et durable.
Ce forum a permis d'engager des discussions constructives sur la sécurité maritime en Afrique, favorisant le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Les participants ont exprimé leur volonté de collaborer pour établir des stratégies efficaces garantissant la sécurité des mers africaines et soutenant la prospérité de la région dans un cadre international complexe. Le CRFM, par cette initiative, confirme son engagement à jouer un rôle clé dans la promotion de la sécurité maritime et du développement durable en Afrique. Système de maintenance solide et bien coordonné. Ce forum représente donc une plateforme essentielle pour aborder ces enjeux en profondeur. Je tiens tout particulièrement à exprimer notre gratitude envers le gouvernement du Japon, dont le soutien généreux a rendu possible la tenue de ce forum et ainsi que ce centre de formation aussi. La contribution du Japon à la sécurité maritime dans notre région est un témoignage de son engagement envers un océan Indien plus sûr et plus durable. On écoute les propos de l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti. Je tiens à remercier et à saluer la présence et l'engagement des participants. En effet, la paix et la sécurité dans la région Indo-Pacifique, qui est libre et ouverte, est au centre de nos préoccupations. Le Japon s'engage dans cet esprit à promouvoir la stabilité régionale à travers les dialogues et collaborations multilatérales, répondant ainsi aux défis sécuritaires et économiques mondiaux. C'est dans ce sens que le Japon apporte un appui financier d'environ 2,7 millions de dollars américains au projet de l'ONDC qui soutient cette initiative. En outre, le Centre régional de formation maritime de Djibouti, DRTC, qui accueille ce forum, a aussi été aménagé grâce au soutien du Japon. Cette réalisation illustre bien notre volonté à renforcer la sécurité maritime régionale, tant sur le plan matériel que technique. Le colonel Waïs Omar Bokore, commandant de la garde-côte djiboutienne, a quant à lui abordé les défis auxquels la région est confrontée, tels que la piraterie et les activités illégales en mer. C'est un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, l'ouverture de ce forum stratégique consacré à un sujet de la plus haute importance pour notre nation. L'application du droit maritime et sa contribution à la durabilité opérationnelle dans l'océan Indien occidental. La sécurité maritime dans cette région est essentielle pour garantir non seulement la stabilité économique, mais aussi la protection de nos ressources maritimes. Face aux menaces croissantes que représentent la piraterie, la pêche illégale et le trafic en tout genre. En tant qu'institution garante de la sécurité maritime, il est notre devoir de veiller à ce que les droits maritimes soient appliqués de manière rigoureuse et cohérente. Cela nécessite une coopération étroite entre les États riverains. Mina Hussein Douale, directrice du CRFM, a quant à elle ouvert le forum en mettant l'accent sur le rôle stratégique de Djibouti en tant que plaque tournante maritime. Je suis honorée de vous accueillir au Centre régional de formation maritime. À cette cérémonie de lancement de ce forum stratégique régional consacré à l'application du droit maritime pour la durabilité opérationnelle dans la région de l'océan Indien. Je voudrais remercier les organisateurs de ce forum, l'UNODC, dans sa stratégie d'accompagner les pays de la région en matière de renforcement de capacités dans plusieurs domaines, dont celle qui nous rassemble aujourd'hui. Mesdames et messieurs, concernant l'importance de la maintenance,
Votre présence témoigne de votre engagement collectif à renforcer la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes. Les succès à long terme de tout programme dans le domaine maritime reposent inévitablement sur l'efficacité de la maintenance. Nous savons tous que la technologie et l'innovation jouent un rôle essentiel dans la modernisation des flottes et des infrastructures. Cependant, sans une maintenance rigoureuse et efficace, ces avancées perdent leur valeur et peuvent au contraire engendrer des risques considérables. Pour garantir la sécurité de l'environnement maritime, une maintenance préventive et proactive est la clé de la durabilité et la performance des équipements. Ensuite, M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, a également partagé son point de vue sur la nécessité d'une régulation efficace et d'infrastructures adaptées pour soutenir la croissance économique. Je suis honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet forum consacré à un sujet d'une importance capitale, la maintenance efficace des navires. C'est un plus que jamais d'actualité rêvée, une portée stratégique. En effet, dans un monde où les échanges maritimes ne cessent de croître, la gestion optimale des flottes devient essentielle. Le commerce maritime représente 80% du commerce mondial, tant pour l'économie mondiale que pour la sécurité et la protection de notre environnement. Ceci est très important, la maintenance régulière des navires. Je suis ravi de constater la présence des pays, délégations des pays suivants, la Somalie, le Kenya, les Seychelles, le Mozambique, l'île Maurice, la Tanzanie, les Comores et Madagascar. Leur participation témoigne de l'importance de ce sujet pour notre communauté maritime. Permettez-moi de souligner tout d'abord l'importance de combiner la maintenance préventive et curative dans nos pratiques. La maintenance préventive nous offre la possibilité d'anticiper des défaillances avant qu'elles ne surviennent. Il est, en quelque sorte, notre meilleure arme contre les imprévus techniques qui peuvent coûter cher, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de sécurité. À côté de cela, la maintenance curative, quant à elle, permet d'intervenir rapidement et efficacement lorsqu'une panne survient. Ces deux approches complémentaires constituent le fondament sur lequel repose la fluidité des échanges maritimes mondiaux. Nous le savons, certains passages détroits, comme les détroits de Bab el-Mandeb et la mer Rouge, sont des points névralgiques où traversent chaque année des milliers de navires. Sans une maintenance rigoureuse, ces corridors de services vitaux risquent d'être fortement perturbés. Hier, à Red World, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu une délégation de la Banque mondiale, conduite par Mme Fadwa Benani, spécialiste principale du secteur financier et responsable de projets pour les finances, la compétitivité et l'innovation à Djibouti, ainsi que M. Mohamed Amin Mahdi Ahmed, spécialiste du secteur privé et co-chargé de projets. L'objectif de cette mission de la Banque mondiale est d'apporter un soutien au développement du secteur privé à Djibouti. Au cours de cette réunion, le président a mis l'accent sur les domaines de collaboration suivants avec la Banque mondiale, tels que le financement de la RN18 à travers un partenariat public-privé avec Djibouti Port Corridor Roads, l'intégration régionale du système, l'exploitation des énergies renouvelables, l'étude de la privatisation du chemin de fer. Il est également important de noter que les zones franches de Djibouti jouent un rôle important dans la croissance économique et la diversification du secteur privé. Encore, le ministère de la Femme et de la Famille de Djibouti, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et la délégation de l'Union européenne, ont annoncé la tenue de l'édition 2024 de la semaine commerciale dédiée à la valorisation et la promotion des produits de coopératives artisanales.
Inaugurée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, cette 4e édition s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale et se déroulera au Bawadi Mall du 15 au 21 octobre 2024. Ce rendez-vous annuel devenu incontournable met en avant les savoir-faire artisanaux et agroalimentaires des coopératives féminines des régions rurales de Djibouti. Sous le thème « Valorisons nos savoir-faire locaux », les artisanes exposeront une diversité de produits tels que des vanneries, des bijoux, des textiles et des produits agroalimentaires. Cette initiative alignée avec les objectifs du projet FEMFI, financé par l'Union européenne, vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales à travers des formations et des opportunités. L'édition précédente a été un franc succès, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus des artisanes. La Société immobilière de l'aménagement foncier SIAF et Global Djibouti Diaspora ont scellé un partenariat stratégique pour encourager la diaspora djiboutienne à investir dans l'immobilier, facilitant ainsi leur participation au développement du pays. Grâce à cet accord, la SIAF proposera aux membres de la diaspora des conditions privilégiées pour l'acquisition de terrains viabilisés et l'accès à un nouveau pôle urbain en plein essor, bénéficiant d'infrastructures de qualité et des équipements publics. En outre, des ateliers d'information seront organisés pour présenter les nombreuses opportunités immobilières disponibles à Djibouti. Ce partenariat reflète l'engagement commun de la SIAF et de la GDD en faveur d'un développement durable en renforçant le rôle économique et social de la diaspora dans l'essor du pays. Dans une réaction, l'ambassadeur, son Excellence Guelleh Idriss Omar, a indiqué que les défis importants auxquels la diaspora djiboutienne est confrontée à leur retour dans leur pays, c'est l'accès au logement. D'où l'idée de cet accord pour encourager la diaspora djiboutienne à investir dans l'immobilier pour faciliter ainsi leur insertion à la participation au développement du pays. Cet accord, a-t-il indiqué, reflète l'engagement commun en faveur du développement durable et le rôle économique et social de la diaspora djiboutienne au développement du pays. Voici ensuite un extrait de la réaction de la directrice générale du SIAF. On est aujourd'hui là pour signer une convention et un partenariat avec le groupe GDD, qui est donc pour nous la diaspora à Djibouti, afin donc de leur permettre d'accéder donc à des terrains viabilisés avec la SIAF, à la fois pour de l'investissement et aussi pour pouvoir accéder à leur logement aussi. Donc c'est une journée qui est aujourd'hui pour eux et pour nous essentielle. C'est une avancée vers ce que Djibouti aujourd'hui peut proposer à la diaspora djiboutienne en termes de logement et en termes d'investissement à Djibouti. Nous tenions à signer aujourd'hui cette convention donc avec GDD afin vraiment de pouvoir être un point d'attache pour la diaspora djiboutienne. On souhaitait vraiment leur démontrer, et avec ce partenariat, qu'ils pouvaient à la fois compter sur nous pour leur faciliter toutes leurs démarches administratives, pour être leur point d'ancrage pour tout besoin en termes d'investissement et de logement à Djibouti. Je souhaite remercier donc notre ambassadeur, Excellence Guelleh, car nous récoltons aujourd'hui les fruits d'un travail qui a été fait en amont et de longue haleine. Comme le président, donc M. Hassan le souligne, c'est quelque chose sur lequel ils ont travaillé depuis 10 ans, donc c'est notre ambassadeur, Excellence Guelleh, qui nous a introduit donc, la diaspora. Donc c'est quelque chose donc, qui est fait en amont, et aujourd'hui nous sommes à Djibouti et nous mettons la partie opérationnelle de tout ce travail qui a été fait en amont et pendant des années. Direction Alice Abiye, où une délégation de la Banque africaine de développement dirigée par l'administrateur pays, M. Khalid Cherif, et la vice-présidente, Mme Nena, a effectué une visite importante pour évaluer les projets parisiens financés par la BAD et mis en œuvre par l'Agence djiboutienne de développement social. Cette visite souligne l'engagement contenu de la BAD dans le développement régional de Djibouti et met en lumière les réalisations significatives du projet parisien dans les régions de l'intérieur. Cette délégation de haut niveau de la Banque africaine de développement était composée des personnalités clés, notamment de M. Khalid Cherif et de Mme Nena, et de la vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration de la prestation de services. Cette composition reflète l'importance stratégique accordée par la BAD au projet parisien et au développement de la région Alice Abiye.
Ainsi, après les accueils d'usage auprès des autorités locales, le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional, M. Shamark Hassan, mais aussi les élus de la région, et la délégation a pu visiter le complexe construit par l'ADDS. La visite de la délégation de la BAD ne marque pas seulement l'aboutissement d'une phase importante du projet, mais ouvre également la voie à des futures collaborations et interventions. Les discussions tenues entre la délégation et les autorités locales, les élus parlementaires de la région et de l'agence de l'ADDS ont permis d'explorer les possibilités d'intervention future de la BAD dans la région Assadjouk. Voici ensuite la réaction du directeur général, M. Mahdi, le directeur général de l'ADDS. La délégation est venue, la vice-présidente, avec sa délégation est venue à Alisabié pour voir dans un premier temps les grosses réalisations de l'agence, que ce soit le centre de formation, la crèche, le laboratoire, etc. Également à Assamo, où ils ont pu voir de visu la voie qui a été la route entre Assamo et Al-Hada qui a été faite, les jardins qui ont été financés également par la BAD, mais aussi l'unité de production de confiture qui a été faite. Donc nous avons profité un peu de cette visite pour exposer aussi au niveau d'Alisabié dans le centre de formation à travers des tableaux toutes les réalisations que l'agence a fait sur le financement du Parisaire dans toutes les régions. Donc ils ont pu voir qu'il y a des casernes des pompiers qui ont été construites à Tadjoura et à Dikil, qu'il y a eu des extensions de réseaux d'eau dans toutes les régions, qu'il y a eu un centre de formation à Alisabié, comme je l'ai dit, qu'il y a eu un bâtiment multifonction à Obok, un abattoir à Tadjoura. Et donc beaucoup de réalisations en infrastructure, mais également dans le cadre de tous nos projets urbains, il y a aussi la partie sociale. Donc les associations ont pu bénéficier des fonds de développement communautaire de 30 millions pour chaque région et beaucoup axé sur la problématique de l'eau dans le rural. Nous avons également pu financer à travers ces financements des 50 jeunes dans chaque région qui ont bénéficié de formations professionnelles. Aux nouvelles mondiales à présent, l'Égypte et l'Arabie Saoudite demandent une trêve au Moyen-Orient. Le prince héritier saoudien est arrivé mardi au Caire, en Égypte, au centre de la visite de Mohamed Ben Salman, la situation dans la bande de Gaza. Mais pas seulement, les opérations de l'armée israélienne contre le Hezbollah au Liban figuraient aussi dans son agenda. Abdel Fattah el-Sisi et Mohamed Ben Salman ont appelé à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et au Liban. C'était lors de leur entretien dans la capitale égyptienne. Outre ce volet sécuritaire dans la région, la coopération économique entre Riyad et le Caire a eu aussi voix au chapitre. La visite a donné lieu à la signature d'un accord pour encourager et protéger les investissements mutuels entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Un document portant sur la formation d'un Conseil suprême de coordination visant l'approfondissement de la coopération entre les deux pays a par ailleurs été paraphé, alors que l'Arabie Saoudite doit investir 5 milliards de dollars en Égypte. Le dernier voyage officiel du prince héritier saoudien en Égypte date de 2022. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.